À Barcelone, pour trouver un discours bien traditionnel sur les hommes et les femmes, pas besoin d'aller très loin. Sur la Rambla, voici un bel échantillon de mâles en action. Un concentré de testostérone. Le mâle, si on prend l'exemple chez les animaux, c'est celui qui approvisionne le foyer en nourriture. C'est la figure protectrice, la forteresse. Sans dévaloriser le rôle de la femme, bien sûr, qui lui aussi demande beaucoup de force. Voilà typiquement le discours que la mairie de Barcelone aimerait voir évoluer. En octobre dernier, elle a créé Plural, un lieu à la fois centre culturel et centre d'action sociale dédié aux masculinités. L'idée, c'est d'inventer un homme nouveau. C'est une première en Espagne. Ce qui a tout de suite fonctionné, ce sont les groupes de paternité. L'objectif n'est pas d'apprendre à changer des couches, mais de former des pères engagés dans l'éducation des enfants et dans le couple, à l'égal de leur compagne. 1, 2, 3, 4, 5... La séance est animée par un psychologue, Dani, et une sage-femme, Christina. Donc là, vous vous mettez en petits groupes. Premier exercice, un homme se place au centre d'un cercle et les autres doivent lui faire chacun un compliment. J'aime bien ta capacité à créer de la cohésion. Ça aide beaucoup à rassembler le groupe. Tu es toujours très à l'écoute des autres. J'aime beaucoup ta façon de communiquer, tu expliques toujours clairement ta pensée. Cet exercice sert à travailler la construction de l'amour-propre. Et pour se rendre compte que c'est compliqué d'exprimer des sentiments positifs. Pourtant, c'est très important de féliciter ses enfants dans l'éducation. Une façon de s'imaginer dans un autre rôle que celui du père fouettard qui n'intervient que pour élever la voix et ramener le calme à la maison. Ça a l'air basique, mais en fait l'exercice va en toucher plus d'un. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet exercice? C'est difficile de recevoir des compliments. Moi, je me suis fait la réflexion, c'est quand la dernière fois qu'un pote m'a dit « j'aime bien ça chez toi » et en vrai, je m'en souviens même pas. Tu t'en souviens pas? Non. L'exercice est ensuite décrypté par le psychologue. Peut-être que vous avez ancré la croyance que si vous faites ça, vous n'êtes pas un vrai mec. Quand on est un petit garçon, on a le droit de recevoir des marques d'affection, des câlins, des embrassades. Mais quand tu deviens un homme, tu changes de statut, même avec ton père. Tu n'as plus le droit à cela. Tu as une relation d'homme à homme. Et ça t'indique qu'entre hommes, il n'y a pas de ça. Est-ce que ça résonne en vous, ce que je dis? Les animateurs proposent les activités les plus ludiques possibles pour amener les hommes à comprendre les bouleversements qui suivront l'arrivée de l'enfant. Ce jour-là, le programme, c'est coloriage. Sur ce cadran découpé en 24 tranches, ils vont devoir décrire en couleur leur journée type actuelle. Et de l'autre côté de la feuille, imaginez la répartition de leur temps une fois que l'enfant sera né. Dormir, travailler, manger, regarder la télé ou sortir, et s'occuper du bébé. Ça va être chaud. Ça me semble compliqué. Parmi eux, Bennett, 35 ans, consultant en marketing digital, sera papa dans moins de 2 mois. Il se rend compte qu'il va devoir changer ses habitudes. Moi, je dors beaucoup, environ 8 heures. Normalement, je fais du sport chaque jour de 8 heures à 9 heures. Ma femme va essayer de télétravailler, mais si elle peut pas, je vais devoir me charger du bébé. Du coup, pour le sport, je suis obligé de décaler à 7 heures. Dans l'horloge, quelqu'un a indiqué les tâches domestiques? Ou vous pensez en faire par-ci par-là? Genre nettoyer la maison? Oui, par exemple. Et visiblement, personne n'a pensé aux tâches ménagères. S'ils n'ont pas anticipé tout cela, on sait d'avance que ce sera la femme qui sera perdante. La tendance naturelle, c'est qu'elle va assurer la majeure partie de la charge mentale. Tout ce qui concerne le soin des enfants, etc. Moi, je vois ensuite les femmes en consultation et elles me disent « Oh là là, depuis qu'on a un enfant, c'est pire qu'avant. C'est bien pire.
Donc c'est important pour les hommes de savoir dès maintenant la place qu'ils veulent tenir dans leur foyer. Certains n'y avaient pas encore vraiment réfléchi. C'est le cas de Bennett, que nous retrouvons chez lui. Sa femme Laura est enceinte de 7 mois. C'est une sage-femme d'un centre de santé de la ville qui leur a parlé du groupe de futurs pères. À la maison, c'était plutôt elle qui, jusqu'ici, s'informait sur la parentalité. Moi, je ressens le besoin de lire énormément. Déjà sur la grossesse, sur l'allaitement. Je dévore des tas de bouquins. Mais lui, il n'a pas vraiment ce besoin, car il ne ressent pas physiquement tous ces changements. Il n'expérimente pas tout cela dans son corps. Parce que lui, il ne lit aucun livre? Non. Des livres sur la paternité? Non. J'en ai commencé un. Celui qu'elle m'a offert. Enfin, je l'ai pas fini. En revanche, il n'a raté aucune des 4 premières séances de groupe, soit en tout une douzaine d'heures à se questionner sur le rôle d'un père. Ça te fait surtout réfléchir. À quel modèle de parent tu as eu? Et ensuite, il t'invite à partager tout cela avec ta partenaire. Et ça fait sortir des conversations qu'on n'aurait sans doute jamais eues ensemble. Par exemple, est-ce que ton père montrait parfois ses émotions? Est-ce qu'il te félicitait? Et c'est là que tu te rends compte qu'en plus, tu n'as pas été le seul à vivre ça. Et quasi tous les autres membres du groupe ont vécu la même chose. Premier tiroir monté. Mais le centre s'adresse à tous les hommes, pas seulement aux pères, avec l'idée de promouvoir des masculinités plurielles pour éradiquer comportements sexistes, inégalités et violences. Pour la directrice, Eva Martinez, il s'agit de sortir l'homme d'un carcan dans lequel il serait enfermé. La masculinité hégémonique, elle restreint l'homme au rôle de père nourricier, celui qui doit ramener l'argent et de quoi manger à son foyer. Et c'est tout. Ou bien, dans les autres rôles admis socialement, on a celui du playboy et celui de l'homme protecteur qui défend sa femme. Mais finalement, ces rôles ne font que limiter l'homme dans sa vie. La ville va consacrer 1 million d'euros de budget pour lancer des activités de sensibilisation. Ce responsable de la mairie est chargé de leur mise en place. Ce matin, il reçoit une équipe de prestataires indépendants qui ont proposé un atelier basé sur la BD. Leur idée, s'attaquer au mythe du super-héros. Tu vois par exemple Batman qu'on voit ici. On voit qu'il est une expression de visage très dure. À aucun moment il est doux ou fragile. C'est quelqu'un de fort, de dur, d'hostile. Et finalement, ces références d'un point de vue de consommation culturelle, elles peuvent avoir un impact très négatif. Quand je vois Batman, il y a comme une violence. Car je me dis, mon corps n'est pas approprié, ni mon comportement, ni mes faiblesses, ni mon besoin d'exprimer des émotions. Adria, l'illustrateur, propose de redessiner les super-héros qui nous sont familiers, confrontés aux tâches de la vie quotidienne. Là, il aurait un peu de poil sur les épaules et il serait en train de repasser sa cape. Et avant de sortir, il pourrait donner à manger à son chien. Oui, bonne idée. Le but, c'est de toucher un maximum de citoyens de manière très large. L'idée et le contenu, c'est important, mais il faut surtout que ça arrive jusqu'aux gens. Tu as le mot BD qui va attirer plein de gens, mais le mot genre, lui, va en repousser un paquet. C'est comme quand au resto, on te propose frites ou légumes. Exactement, frites ou légumes. En parallèle, le centre a une autre mission, celle de prendre en charge des hommes violents. À l'étage, un espace est spécialement dédié à l'accueil de ceux qui acceptent volontairement de suivre une thérapie. Nous n'avons pas eu le droit de les filmer, pour cause de confidentialité. Jordi, psychologue, anime ces groupes. Pour y participer, les hommes doivent admettre qu'ils ont un problème. On fait un premier rendez-vous informatif pour voir si l'usager va s'adapter à notre méthode. Si l'homme arrive en disant « je veux que ma femme change », ça va pas le faire. La seconde condition, c'est de donner les coordonnées de sa partenaire afin que les équipes de Plural évaluent les risques au sein du couple.
Le programme s'étale ensuite sur 6 mois. Ce n'est pas un changement radical. Les hommes qui arrivent ici violents ne deviennent pas soudain non violents. Non, en fait, l'idée, c'est de réussir à modeler des comportements. Par exemple, cet homme gère-t-il mieux ses affects? Par exemple, oui. Ou bien, est-ce qu'il a changé sa conception de la sexualité? Ou encore, cet homme est-il désormais capable d'entrer en empathie avec son prochain? Il y a des choses qui avancent et d'autres non. C'est l'aspect global qui est important. On ne peut pas guérir de cela, parce que ça n'est pas une maladie, c'est un problème de gestion émotionnelle. Le défi principal du centre, c'est de réussir à faire venir un public pas toujours demandeur. Et pour cela, les expérimentations les plus audacieuses sont encouragées. Comme celle proposée par Krydia. Elle est docteure en anthropologie et fera partie des intervenants de Plural cet automne, avec une méthode qu'elle a conçue autour d'une danse provocante, le twerk. Démonstration ce jour-là au Salon de l'érotisme de Barcelone. Un univers souvent accusé de véhiculer des clichés sexistes. On ne dirait pas à première vue, mais depuis peu, ce salon se veut éducatif. Ah, c'est magnifique! Son intervention est programmée à 17h. Je suis docteur en anthropologie et danseuse de twerk. Il y a 3 hommes dans la salle, mais 2 d'entre eux vont préférer rester spectateurs. Seul Eduardo va accepter de participer à l'expérience, twerker. Le but, accepter de se livrer à une pratique d'ordinaire réservée aux femmes. L'homme n'a le droit de bouger son bassin qu'à un seul moment, au lit, lors de l'acte sexuel, le mouvement de va-et-vient. C'est très réducteur, c'est ce qu'on appelle le coïtocentrisme. Du coup, le plaisir de bouger le bassin, toute l'énergie sensuelle du pelvis, l'homme n'y a pas accès. Ce n'est pas possible dans les normes actuelles. La conviction de la jeune femme, c'est que les hommes doivent apprendre à lâcher prise. Et la danse est un bon moyen de leur faire comprendre. Vous avez compris quoi à cet atelier? Il faut se libérer. Se libérer, c'est tout. S'affranchir des normes de la masculinité n'est pas une mince affaire, même pour ceux qui en sont désormais convaincus. Comme Mickaël, père de 2 enfants. Elena, 8 mois. Et Lucas, 3 ans. Il a fait partie d'un groupe de paternité, organisé par Plural. Je vais commencer par les patates. Mickaël a souffert d'un père absent. Il ne voulait surtout pas reproduire ce schéma. Depuis, non seulement sa carrière dans la finance est passée au second plan, mais c'est toute sa façon de voir le monde qui a changé. N'importe quel cours de management, de gestion d'équipe ou de direction d'entreprise est construit avec ce point de vue masculin de la force, de l'homme de pouvoir, celui qui sait prendre les décisions. L'homme, pour être valorisé aujourd'hui, n'avoue jamais aucune faiblesse. Et dans le cours de paternité, c'était justement un des sujets de discussion. Arrêtons de prétendre avoir la solution à tout. Vous avez appris à admettre vos faiblesses en devenant père? Oui, je suis en train d'apprendre à reconnaître mes faiblesses. Tranquille, mon chéri. Admettre sa fragilité pour en faire une force, une des définitions de l'homme de demain, version plurale. Les Anglais sont-ils prêts à se passer de produits d'origine animale? Ni viande, ni œufs, ni lait. À Londres, au cœur du quartier chic de Kensington, ce supermarché montre le chemin. Il a organisé une dégustation de fromage un peu particulier. Bonjour, bienvenue. Vous voulez essayer? Il y a de la burrella, qui ressemble à s'y méprendre à de la burrata, et de la cremata, qui a tout l'air d'un fromage à tartiner. À un détail près. C'est fait avec quoi? Du soja et de la noix de coco. Il n'y a aucun produit laitier dedans. On dirait pas.
Le soja nous procure la protéine et l'huile de noix de coco, la matière grasse. Pas la moindre goutte de lait de vache. Ce fromage est entièrement vegan. Il ne contient aucun produit d'origine animale. Et ça n'a pas l'air de déranger les clients anglais. C'est absolument délicieux. C'est exactement comme de la burrata, mais je dirais que c'est plus frais et plus léger. Le quartier est cosmopolite, et pour les autres Européens, c'est moins évident. Je suis bretonne, hein, le beurre, hein, je sais pas. Ça, c'est pas possible. Le beurre et le fromage, non, moi je reviendrai pas vegan. C'est comment? Ça? C'est bon? Non, c'est pas le goût de l'Italie. C'est anglais. Vous voulez goûter? Il y a 2 ans, Axel Catalan, le fondateur de l'entreprise, ne connaissait rien à l'industrie fromagère. Après une école de commerce, il a travaillé dans une chaîne de restaurants. Pendant le confinement, il s'est mis à faire des essais de fromage vegan, seul dans sa cuisine. À 36 ans, il vient de lever 6 millions d'euros et de construire 7 usines dans un entrepôt de la banlieue de Londres. On n'en verra pas plus. Secret industriel. Axel est vegan. Il a eu le déclic il y a 10 ans. Quelqu'un m'a demandé d'où vient le lait. Alors j'ai répondu de la vache. Oui, mais pourquoi la vache produit du lait? Et c'est là qu'il m'a eu. Une vache produit du lait non pas parce que c'est une vache, mais parce que c'est une mère. Quand j'ai compris ça, ça a tout changé. Si on mettait autant d'efforts et de temps sur les produits végétaux que ce qu'on a mis sur les produits laitiers traditionnels pendant les 1000 dernières années, je peux vous garantir qu'il y aura une bascule en termes de goût et de créativité. Au Royaume-Uni, le nombre de produits véganes a explosé. Et pas que dans les supermarchés branchés. La mention vegan s'affiche partout, sur les menus, les devantures de restaurants et même dans les grandes chaînes de fast-food. On propose désormais des hamburgers où tout est végétal. La mayonnaise n'a pas d'œufs, le fromage n'a pas de lait et le bacon est fait à base de soja et d'additifs. Près d'1 million d'Anglais seraient véganes. Un chiffre qui a doublé en 4 ans selon Veganuary, une association qui incite à consommer vegan tout le mois de janvier. Dans cette campagne de publicité, elle pousse à abandonner la viande au profit des légumes. Mais d'où vient cet intérêt des Anglais pour ce nouveau régime? Nous avons interrogé un sociologue pro-vegan. Le mouvement vegan a une longue histoire en Grande-Bretagne. La toute première société végétarienne a été fondée au début du 19e siècle. Et à l'époque, on a même créé une loi, le Martin's Act, contre la cruauté animale. En 1822, Bill Burn, un fermier, est condamné pour avoir tapé son âne. Une première mondiale. Plus récemment, Charles III, opposé au gavage des oies, a interdit le foie gras sur les tables royales. De plus en plus de célébrités anglaises s'affichent ouvertement véganes. Paul McCartney, la chanteuse de Rhythmix Annie Lennox, ou encore le champion de Formule 1 Lewis Hamilton. Si cette tendance progresse, c'est aussi parce que les Anglais ont réussi à changer l'image du véganisme. 3, 2, 1. Ian Tisby veut prouver qu'on peut être vegan et se faire plaisir. Cet entrepreneur et influenceur poste quotidiennement des recettes sur Instagram. Avec son meilleur ami Henry, ils ont 800 000 followers sur le réseau social. Et les plats sont du style réconfortant. Comme ce sandwich à base de champignons qui imite un effiloché de porc sauce barbecue, dégoulinant à souhait. Ou encore ce faux gras, une imitation de foie gras, aux lentilles et aux noix, avec une bonne couche de margarine en finition.
Quand on est devenu vegan, on ne voulait pas juste manger de la salade, des graines ou du tofu. On voulait continuer à manger les plats de notre enfance qui nous font envie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on véganise les recettes. On transforme tout ce qui est crémeux, coulant ou saignant en plat végétal. Du coup, pour les gens qui veulent privilégier les légumes au quotidien, ça devient hyper facile. Au programme ce jour-là, un tiramisu vegan avec le jus d'une boîte de pois chiches qui vient remplacer le blanc d'œuf. Ça va monter comme une meringue. À chaque ingrédient d'origine animale, son substitut vegan. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça au frigo pendant des plombes. Yann a depuis peu 12 salariés. Des marques qui payent pour apparaître dans ses vidéos. Et avec son associé, il a lancé sa propre panoplie de produits véganes, vendus en grande surface, comme des barres chocolatées, des tartinades pour l'apéritif, ou des préparations toutes faites pour cake au citron. Tout a commencé en 2015 avec ce livre de cuisine. C'est le best-seller mondial de la cuisine végane. Il s'est vendu à 500 000 exemplaires dans 64 pays et a été traduit en 8 langues. Donc ça, c'est en hongrois. Et ça, c'est en allemand. Et il y en a un en français? Non, on a voulu le faire éditer en français, mais personne n'en a voulu. Quant aux Anglais, ils en redemandent. Yann a publié 7 autres livres de recettes, un franc succès qui semble indiquer que le véganisme est totalement rentré dans les mœurs. Enfin, pas tout à fait. Le comté d'Oxford en a pris la mesure à ses dépens. 13 décembre dernier, séjour de conseil à Oxford. Councillor Middleton. Les 63 élus sont venus de tout le comté pour se rassembler dans l'hémicycle. C'est un peu l'équivalent de notre conseil départemental. Et voici le déjeuner de la discorde, prévu pour la pause de midi. Pas le moindre morceau de fromage, ni de charcuterie. Les feuilletés sont garnis de saucisses végétales. Tout est vegan. C'est pour cela que nous avions demandé à le filmer. Mais à peine mis en place, le chargé de communication nous demande de quitter la pièce. Ok, installez-vous là. Il ne veut pas qu'on croise les élus de l'opposition, vent debout contre ce menu vegan. Non, il faut que vous soyez hors du champ quand les conseillers vont sortir de l'hémicycle. On ne peut pas filmer les conseillers? Non, aucun conseiller. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une telle controverse autour de ce repas, ça n'est pas possible. Je vais vous l'expliquer, désolé. Le responsable de tout ce remue-ménage, c'est lui, Yann Middleton, conseiller vert de la majorité. Lui-même vegan, il a fait voter ce changement de menu sans imaginer qu'il allait générer tant de polémiques. Manifestations d'éleveurs, des dizaines d'articles dans la presse. Le comté d'Oxford bannit la viande. Ça, c'est le Daily Mail. On a été traités de crétins, de communistes bigleux. Voilà le niveau de rhétorique qu'on a eu. Hippies poisseux. Bon, là, j'en rigole, mais ça a eu un effet très négatif. L'élu voulait surtout réduire le bilan carbone des repas du conseil, en supprimant la viande. Mais des fruits qui n'étaient pas de saison se sont glissés au menu. Un détail qui n'a pas échappé à l'opposition, notamment cet élu conservateur qui nous reçoit chez lui. Nous avons estimé que les aliments proposés n'étaient pas particulièrement plus durables. En fait, ils étaient moins durables parce qu'il y avait des fruits exotiques sur le buffet au début. Des fruits qui ne sont pas cultivés localement. Le problème, c'est qu'ils ont décidé que c'était obligatoire. Vous mangiez vegan ou rien. On est en démocratie, on doit avoir le choix. Donc, on s'est opposé.
Vegan or not vegan? That is the question. Le débat s'invite sur les grandes chaînes nationales. Ce soir-là, le célèbre polémiste Piers Morgan reçoit une militante de la cause végane. Vous êtes végane, moi je suis un carnivore. Pourquoi ne peut-on pas vivre côte à côte? Parce que l'élevage et la pêche sont parmi les principales causes du réchauffement climatique. Et en plus, le régime vegan est mauvais pour la santé. C'est faux. S'ensuit un dialogue de sourds, conclu par une provocation de l'animateur. Bon, écoutez, moi, vous ne pourrez pas me convaincre. Et ma réponse, c'est de manger un burger. Parce que vous savez quoi? On est dans un pays libre. On est en démocratie. Et bien sûr que j'ai le droit de manger de la viande. La raison pour laquelle cette question génère tant de controverses, c'est parce que la nourriture est un sujet qui touche profondément à l'intime. Ce que l'on mange, c'est tellement lié à notre identité, nos traditions familiales, notre culture. Et si vous recevez des critiques qui viennent menacer votre zone de confort, vous pouvez vous sentir en danger. Même le plat national n'échappe pas à cette tendance. Remplacé par cette préparation, pour l'instant peu ragoûtante. Ça, c'est de la fleur de banane. Ça vient du bananier. Quelques gouttes de sauce soja. On rajoute une algue. Et voilà la doublure végane du fish and chips. C'est un hommage au poisson. Voilà. Sinon, ce produit n'a vraiment aucune autre raison d'être. Une fois trempé dans la pâte à friture et plongé dans l'huile bouillante, ça ressemble quand même à un vrai fish and chips. J'étais sceptique. Je ne pensais pas que les gens allaient vouloir en manger. Mais la demande n'arrête pas d'augmenter. J'ai l'impression d'avoir créé un monstre incontrôlable. Ce drôle de plat fait aujourd'hui 15% de ses ventes. Certains clients traversent la ville pour venir le goûter. Merci. Autre chose? Non, c'est bon, merci. Comme cette touriste allemande. C'est vraiment délicieux. Je ne pensais pas que ça ressemblerait autant au fish and chips. C'est quand la dernière fois que vous avez mangé du poisson? Ça fait 13 ans. Le fish and chips vegan, ça fait plutôt sourire ses voisins de table anglais. Pour moi, un poisson est un poisson. Moi, je suis venu manger du poisson frit. C'est bizarre, mais si ça fait plaisir à certains, je leur souhaite bonne chance. J'espère qu'ils apprécient. Les véganes seraient-ils en train de réinventer la gastronomie outre-Manche? La question reste ouverte. Il est là, quelque part dans la montagne. Le loup. Ces touristes italiens se sont levés aux aurores pour tenter de l'apercevoir. Il fait à peine 5 degrés ce matin. Cela fait 2 heures qu'ils scrutent le paysage, quand soudain... Loup. Donc tout droit, sur le côté éclairé, il y a ces arbres éparpillés. C'est cette zone qu'il faut regarder. Andrea, le guide, a repéré l'animal. Camouflé par son pelage, impossible de le voir à l'œil nu. Même à la jumelle, c'est compliqué. Vous avez réussi à le voir? Andrea a capté une image du loup tant espérée au téléobjectif. Ils se reposent. Généralement, après avoir mangé, ils sont fatigués. Ils restent là quelques heures à profiter du soleil. Les loups aiment prendre le soleil quand il fait encore frais. Puis quand il commence à faire un peu plus chaud, ils s'en vont. Magnifique. Ilaria et Luca, originaires de Milan, ont payé chacun 360 € pour 4 jours de randonnée et pour réussir à voir le loup. Nous l'attendions depuis 3 jours. Alors on est content. Mais comme Andrea l'a dit hier, nous ne sommes pas dans un zoo. C'est normal. Il faut savoir attendre. Oui, il faut être patient.
À travers les siècles, partout en Europe, il a été détesté, craint, pourchassé. Mais ici, à 150 km à l'est de Rome en Italie, le loup a un autre statut. Ces images ont été prises par des caméras à déclenchement automatique. Depuis les années 70, le Parc national des Abruzzes a pour mission de protéger l'espèce, d'étudier son comportement et de faire tomber les préjugés à son égard. Comment partager le territoire entre les hommes et les animaux sauvages? Comment les éleveurs de cette réserve protégée de 2000 km² peuvent-ils s'adapter à la présence de ces grands prédateurs? Comme son père et son grand-père avant lui, Tiziano est berger. Tous les jours, 365 jours par an. Il n'y a pas de jour férié qui tienne. Il élève 500 moutons pour leur viande. Son troupeau est régulièrement menacé par les loups. Mais la dernière fois qu'il a eu des bêtes tuées, c'était il y a 4 ans. Je mangeais un sandwich sur une pierre. Et hélas, j'ai vu que les moutons commençaient à avoir peur. Et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je me suis approché, et là, j'ai découvert 10 moutons morts, dispersés un peu partout. La présence du loup, il ne s'en plaint pas. Il s'est organisé. D'abord, il ne laisse jamais son troupeau seul, même quelques minutes. Il a embauché un employé pour le seconder. Il a aussi 8 chiens, des bergers des Abruzzes, spécialement dressés. Depuis qu'ils sont chiots, ils dorment parmi les moutons. Ils sortent avec les moutons et le chef de meute apprend aux plus jeunes à monter la garde. Mais avec le tempérament qu'ils ont, moi je n'ai pas eu à passer beaucoup de temps à les dresser. Quand vous dites loup, ils foncent pour aller le chercher. Loup! Loup! Il y aurait une centaine de loups sur le territoire du parc national. Quand un mouton est tué, Tiziano est indemnisé par le parc. Entre 110 et 195 € par bête. Surtout, il reçoit l'argent en moins de 30 jours. Mais récemment, ce n'est pas le loup qui a pointé son museau. C'est un autre visiteur. J'étais à la ferme en train de nettoyer les moutons. J'ai entendu les chiens aboyer. J'ai regardé dehors et j'ai vu que les chiens n'avançaient pas. Et ils reculaient. 3 pas en avant, 4 pas en arrière. Je me suis dit aïe. Je me suis avancé devant la porte et j'ai vu une ours avec ses 4 petits. Et là, dans le poulailler, il y avait un ourson qui mangeait une poule. Il prenait son petit déjeuner, tranquille. Tiziano immortalise par une photo l'animal en train de dévorer un de ses poulets. Il a été indemnisé et l'épisode le fait sourire. Ah, si jamais ils revenaient réclamer à manger, moi je leur donnerais bien un poulet par jour, avec plaisir. Même si le coq n'a pas l'air d'accord du tout. Depuis l'incident, le berger a reçu une clôture pour protéger son poulailler. Toute cette coexistence avec le sauvage a un prix. Le Parc national des Abruzzes dépense chaque année 350 000 € d'argent public pour aider les éleveurs et réparer les dommages commis par les loups et les ours. Mais pourquoi le loup a-t-il survécu ici, dans ces montagnes, alors qu'il a disparu dans toute l'Europe au début du XXe siècle? Le musée du loup raconte l'histoire de l'animal et de son rapport à l'homme. Bonjour, tout va bien? Pendant longtemps, la bête a été traquée ici en Italie, comme en France ou en Espagne. Le loup était considéré comme l'ennemi par définition, un animal vicieux même, qu'on pouvait persécuter. Il y a cette photo ici qui est très parlante, parce que c'est le premier directeur du parc national qui lui-même a chassé le loup. Parce qu'à l'époque, le loup était le grand prédateur. En France, en Suisse, le loup disparaît au début du XXe siècle. Ici, sa survie, il la doit à une autre espèce. Sur cette montagne, il y avait la seule population des chamois de toute l'Italie.
les chamois des Apennins. Le loup avait donc quelque chose à manger. Sur le reste du territoire, il n'y avait plus de proie sauvage. C'est cela qui a évité l'extinction. Si le loup avait disparu de ces montagnes d'Europe occidentale, nous l'aurions sans doute perdu. Dans les années 70, fini le poison et le fusil. L'Italie décide de protéger l'espèce. En 50 ans, la population se reconstitue. Il y a aujourd'hui 3000 loups dans le pays. Dans les Abruzzes, il fait partie du décor. À côté du musée, il y a même cet enclos où l'on soigne les loups malades ou blessés. Le loup fait même la fortune de la région, au même titre que l'autre prédateur star de ces montagnes, l'ours, espèce protégée depuis 1920. Vous aimez le loup et l'ours? Ah, tout à fait, oui, oui. Pourquoi? Tout d'abord, pour l'économie de Pescasseroli. C'est la raison principale. Et puis c'est beau de les voir, ils sont beaux. C'est ce que demandent les gens. On a aussi des magnets avec des loups et des ours. Le tourisme représente près de 80% de l'économie locale. Les animaux sauvages, c'est bon pour le commerce. Il y a même depuis peu un label qui récompense les entreprises amies de l'ours et qui s'affiche sur les pots de miel ou sur les bouteilles d'huile d'olive. Mais un drame est venu remettre en question la cohabitation entre les animaux sauvages et les hommes. Le 5 avril dernier, un jogger de 26 ans aurait été tué par une ours qu'il aurait croisée avec ses 3 oursons. Les faits ont eu lieu dans le nord du pays, à plus de 700 km de là. L'ours a été capturé et le débat fait rage. Faut-il la tuer? Faut-il continuer à protéger les ours dans les montagnes? Dans les Abruzzes, vivent une cinquantaine d'ours, des ours marsicains. L'espèce est endémique et sensiblement différente de celle qui a tué le jogger. Elisabetta, biologiste, les étudie depuis 15 ans. Le crâne de cet ours ressemble plus à un panda qu'à un ours brun. Il est principalement végétarien et il est moins agressif. C'est quelque chose qui est établi scientifiquement, car on a découvert que c'était imprimé dans son ADN. Ici, nous n'avons pas de cas d'attaque ou de blessés. Nous avons des cas de fausses attaques. C'est ce que certains animaux font s'ils voient une personne qui s'approche trop près. Ils peuvent faire quelque chose comme grrr, et puis ils s'arrêtent. Donc ça fait très peur, mais ils s'arrêtent. Ils veulent seulement vous montrer que ce sont eux les plus gros. Elisabetta cherche à réduire au maximum les contacts entre les ours et les hommes. Certains animaux, dits confiants, ont la mauvaise habitude de s'approcher trop près des villages. C'était le cas de Juan Carrito, un jeune mâle, devenu la mascotte du parc, à force de se promener nonchalamment dans les rues des villages. L'animal est mort en janvier dernier, renversé par une voiture. Elisabetta suit à la trace les déplacements de plusieurs spécimens. Et ce n'est pas une tâche facile. Il faut les équiper de colliers GPS. Ça, c'est la dernière localisation connue d'une ours qui s'appelle Giacomina. Elle a l'habitude d'entrer dans les villages, enfin, surtout quand elle était plus jeune. Elle pouvait passer 2 ou 3 semaines aux abords des habitations pour manger les fruits dans les jardins. Giacomina a un collier, mais il a cessé d'émettre. Il faut changer la batterie. La biologiste va devoir monter toute une opération pour la capturer, à l'aide d'un piège. Pour la pâter, elle avait placé 3 kilos de pommes dans ce cylindre. Bonne nouvelle, les pommes ont été mangées. Elisabetta repère des excréments juste à côté. Ils sont frais, je pense, pas plus de 2 jours. Il y a des petits bouts de pommes dedans. Je pense que c'est bien l'animal qui est entré dans le piège et qui a mangé toutes les pommes. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit bien l'ours Giacomina.
Pour le savoir, Elisabetta a placé une caméra avec un détecteur de mouvement. Ok, je vois un ours qui sort du piège. Il mange les pommes. Il a presque passé toute la nuit ici. Il n'a pas l'air de porter un collier GPS, donc ce n'est pas Giacomina. Et là, un ours, en plein jour. Ça, c'est Giacomina. Quand elle est arrivée, il n'y avait presque plus de pommes. Mais elle est quand même rentrée dans le piège. C'était il y a 2 jours. C'est une bonne nouvelle? Oui. L'ours mesure près de 2 mètres et pèse 140 kilos. L'étape suivante, c'est que la prochaine fois, on mettra les pommes au fond et l'ours devra abaisser un filet pour les manger. Aussitôt qu'il tirera dessus, ça déclenchera le mécanisme et fermera la porte. Donc, il sera coincé dedans. Le système est relié à une alarme qui envoie directement un message sur nos téléphones pour dire que le piège a été déclenché. Et donc, on s'organise avec toute l'équipe et le vétérinaire pour être tous ici en moins de 20 minutes et on endort l'ours pour lui changer son collier GPS. Grâce au collier GPS, Elisabetta repère les ours et les éloigne des villages avec l'aide des gardes forestiers. C'est pour leur bien. Quand un ours vit trop proche des villages, la probabilité qu'il traverse une route est très élevée. Et donc, pour les ours confiants, en Europe ou aux États-Unis, où que ce soit, on a calculé qu'ils avaient 50% de risque en plus d'être tués par une voiture ou par une personne. Donc, ça les rend particulièrement vulnérables. Donc, vous voulez éduquer les ours? Oui, en fait, on veut éduquer les gens et les ours. Les gens à ne pas laisser traîner de la nourriture et les ours à chercher des denrées ailleurs. Il faut essayer de trouver un compromis. Tout est question d'éducation finalement. Mais les hommes comme les ours sont tous très compliqués à éduquer. À force d'être protégé, l'ours agrandit son territoire. Pour la biodiversité, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut prendre des précautions. Dans la vallée du Salto, à l'ouest du parc, les ours qui adorent le miel pourraient menacer les apiculteurs et leurs ruches. Pietro travaille pour une association qui se charge d'anticiper des dégâts. Nous allons améliorer la protection d'un rucher pour éviter que l'ours fasse du mal aux abeilles. Même si l'ours de la région est a priori inoffensif pour l'homme, Mario, qui accueille l'association, n'est pas très rassuré. Non, je n'ai jamais vu l'ours, moi. Je l'ai vu à la télévision seulement, et j'espère ne jamais le voir en vrai. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Qu'est-ce que je ferais, moi? Je ne sais pas comment il faut réagir. Il grimpe aussi aux arbres. On ne peut rien faire. Si je prends mon fusil, je serai plus détendu. Je peux lui tirer dessus, mais seulement s'il m'attaque. Une fois la barrière électrifiée installée autour des ruches, il faut convaincre les agriculteurs encore réticents. Les gens me disent, ce sont vos ours, emmenez-les plus loin, éloignez l'ours de cette zone. Nous ne voulons pas de l'ours ici, c'est la seule option qu'ils voient. Mais petit à petit, nous changeons les mentalités. Un panneau solaire alimente l'installation. Donc nous avons 6 kV sur le circuit. Coût total de la protection, 900 €. L'apiculteur ne déboursera pas un centime. Vous signez là, c'est l'acte de cession gratuite de l'équipement. Donc tout ça, c'est gratuit? Oui. Et la batterie aussi? Tout. Vous êtes content, hein? Tout est financé par des fonds européens et des mécènes. De quoi éviter de crier au loup avant même de l'avoir vu.